Eh bien, bonjour à tous nos auditeurs pour un nouvel entretien du cercle Jean Mermoz avec Jacques Sapir. Le cercle Jean Mermoz est un cercle de réflexion et d'études autour de la littérature, l'économie, la géopolitique basé à Toulouse. Nous avons aujourd'hui le plaisir donc de recevoir Jacques Sapir. Jacques Sapir, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, ainsi qu'à la faculté d'économie de l'Université d'État de Moscou. Vous êtes notamment un spécialiste de l'économie de l'ex-URSS et de la transition économique russe post-soviétique. Au cours de votre carrière, vous êtes intéressé aux problématiques stratégiques en travaillant pour le ministère de la Défense nationale dans les années 90. Vos travaux en économie vous ont mené à prendre des positions qualifiées d'hétérodoxes, notamment par la défense du protectionnisme, de mesures protectionnistes et aussi de l'étude de l'influence du contexte, de la position sociale et des limites de la connaissance sur la rationalité des prises de décision des acteurs économiques. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Les trous noirs de la science économique, Quelle économie pour le XXIe siècle, La fin de l'eurolibéralisme et la démondialisation. Nous vous recevons aujourd'hui pour parler de ce dernier ouvrage et notamment de sa réédition en version augmentée, publiée, publiée il y a 2 mois, en juillet 2021, chez les éditions Point. Alors Jacques Sapir, merci de nous accorder cet entretien. Donc, avec vous, nous allons discuter de cet ouvrage, La démondialisation, qui s'avère extrêmement pertinent, d'autant plus aujourd'hui avec toutes les problématiques qui ont émergé des suites de la crise du coronavirus. Ce livre, La démondialisation, vous l'avez publié à l'origine en 2011. Dans la version augmentée, vous avez rajouté 2 chapitres. Et dans ce livre, vous abordez énormément de thématiques différentes autour de l'économie, évidemment de la mondialisation et autour de l'euro. J'aimerais commencer avec vous peut-être sur la partie économie et notamment les biais économiques qui ont mené à considérer que la mondialisation pouvait avoir des avantages démesurés et qui nous ont mené donc aux événements actuels. Donc notamment, je pourrais parler des biais économiques, on va dire un problème de thermomètre, c'est-à-dire le problème des indicateurs qui auraient été en faveur de la mondialisation. Donc, les premiers d'entre eux, on parlera notamment des modèles économiques utilisés, le GTAP et Linkage, mais aussi j'aimerais vous interroger sur le problème du PIB et en quoi celui-ci reflète-t-il réellement, euh, si celui-ci reflète-t-il réellement la production de richesse. Donc, je vous laisse développer peut-être sur qu'est-ce que les modèles économiques GTAP et Linkage. Oui. Alors, tout d'abord, il faut dire que le problème qui se posait à partir de la fin des années 1980, des années 1990, c'est qu'on a vu la part du commerce dans le PIB mondial. Alors, ça se calcule assez simplement, si vous voulez, comme soit la part des importations, soit la part des exportations. La Terre étant une planète finie, la totalité des importations est égale à la totalité des exportations, naturellement. Bon. Et on a vu que cette part calculée dans le PIB mondial montait de manière tout à fait considérable et que cela s'accompagnait en partie d'une croissance. D'où l'idée chez de nombreux économistes que c'était le commerce international qui tirait la croissance. Et donc, à partir de là, vous savez que dès qu'un économiste a une idée, il essaye de la mettre en équation. Dès qu'il l'a mise en équation, il essaye de la tester. Bon, d'ailleurs, c'est quelque chose de tout à fait normal. Hein, si vous voulez, j'avais un collègue, un grand ami, c'était le professeur Agnès Sachs, qui nous rappelait toujours ce que disait Michał Kalecki, ce grand économiste polonais. L'économiste peut commettre 2 erreurs. La première, c'est de ne pas calculer. Et la deuxième, c'est de croire aveuglément ce qu'il a calculé. Alors, résultat des courses, les économistes, les équipes d'économistes ont construit des modèles. Certains de ces modèles ont été sélectionnés, que ce soit par l'OMC ou par la Banque mondiale, et ces modèles, en apparence, montraient effectivement une causalité entre
l'accroissement des flux de commerce et l'accroissement du PIB, au point qu'on pouvait, à travers quelques formules qui renvoient toujours à l'optimum de Pareto, chercher à calculer, je dirais, le supplément de bien-être, évidemment calculé de manière matérielle, qu'impliquait la libéralisation des échanges. Alors tout ça, ça a été réalisé en fait fin des années 90, début des années 2000, quand l'OMC s'est constitué, si vous voulez, quand on est passé du GATT à l'OMC, et quand il y a eu la fameuse réunion de Doha pour préparer cette fameuse réunion de Doha. Sauf que les économistes proposent, les statisticiens disposent. Et les statisticiens, c'est intéressant, là, les économistes ont été critiqués par les statisticiens, leur ont dit, attendez, les bases de données ne sont absolument pas cohérentes, vous avez agrégé des poules avec des canards, des oranges avec des poires, bon bref. Et donc, on a commencé à réviser les bases de données. Et à chaque révision, les résultats positifs des modèles baissaient de 40 à 50%. Première réduction de moitié, deuxième réduction de moitié du gain. Donc vous voyez que le gain se rétrécissait comme la peau de chagrin. Et à la fin, lors des derniers calculs, on est arrivé à des gains qui étaient absolument marginaux, au point qu'ils étaient dans la marge d'erreur des modèles, parce qu'évidemment, tout modèle, tout calcul dans un modèle se fait avec une marge d'erreur. Chose classique, on estime dans un intervalle de 95%, autrement dit à 5% au-dessus, 5% au-dessous, et on se cale sur la médiane. Bon. Et qu'on ne pouvait pas dire grand-chose. Alors, plus intéressant, quand on regardait l'impact qu'avait cette libéralisation sur les pays du tiers-monde, si on retirait la Chine du tiers-monde, ce qui n'était pas finalement si insensé que cela, parce que la Chine, ça fait un certain temps qu'elle n'est plus un pays du tiers-monde, et le gain devenait négatif. Autrement dit, la libéralisation provoquait une perte nette pour tout un groupe de pays. Donc ça, si vous voulez, c'est un résultat, et c'est un résultat dont j'ai rendu compte dans l'édition originelle de la démondialisation, il y a donc maintenant un peu plus de 10 ans. Après, tous ces calculs et toutes ces réflexions que nous faisaient les économètres, elles allaient dans le même sens que toute une série de réflexions que l'on pouvait avoir, d'ailleurs, dans l'économie du développement, sur quelle est la pertinence du PIB. Alors, je commence par dire une chose qui est importante. On va conserver le PIB comme indicateur. Parce qu'on ne sait pas faire sans, si vous voulez. Toutes les tentatives pour construire des indicateurs agrégés autres que le PIB se heurtent à des problèmes encore plus importants que le problème du PIB. Mais il faut savoir que le PIB ne permet de comparer que des pays dont les structures économiques sont à peu près équivalentes. Et vous avez un très gros problème quand, dans un pays, vous avez toute une série de transformations qui amènent, par exemple, l'économie de ce pays à basculer d'une économie vivrière, c'est-à-dire d'une économie où la production est largement autoconsommée, à une économie qui est une économie marchande, autrement dit, où on ne produit que dans l'espoir de vendre. Alors ça, c'était un exemple que j'avais rencontré dans la seconde moitié des années 1990, quand je dirigeais le master d'économie du développement à l'école des hautes études en sciences sociales. Et c'est un exemple classique sur l'Afrique de l'Ouest. Bon, pour simplifier les choses, dans l'Afrique de l'Ouest, vous avez deux productions. Une production vivrière, le mil ou le riz, et une production commerciale, alors qui peut être le cacao, l'arachide, le café, bon, etc. Bon. Et d'ailleurs, très classiquement, la production vivrière est le fait des femmes,
la production marchande ou commerciale, elle est le fait des hommes. Bon. Alors, là-dessus, le gag classique, vous avez des experts de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international qui viennent dans ce pays, qui regardent un petit peu les choses et qui disent au gouvernement, écoutez, compte tenu du prix actuel du riz ou du mil et du prix actuel de votre culture commerciale, alors le cacao, l'arachide, vous feriez mieux d'abandonner la culture vivrière, de basculer dans la culture commerciale, parce que comme ça, vous auriez plus d'argent et vous pourriez acheter ce que vous produisiez avant. Intérêt de l'opération, outre que théoriquement, le bien-être du pays doit augmenter, c'est que ça fait croître le PIB de manière extrêmement rapide, parce que la production vivrière n'est pas comptabilisée dans le PIB, puisque le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées, hein, c'est donc salaire plus profit. Quand vous êtes dans de la production vivrière, vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas de profit. Bon, admettons que le pays le fasse, et ça a été fait, en particulier en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc., avec d'ailleurs des conséquences sociales assez dramatiques. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un surcroît de la production commerciale, qui va donc faire baisser les prix de la production commerciale. Et donc, au total, vous allez avoir un PIB qui va augmenter et une capacité d'acheter des produits alimentaires, hein, du mil, du sorgho, du riz, etc., qui va être au mieux égale et qui, au pire, va baisser. Alors ça, c'est un exemple qui était extrêmement intéressant parce que ça montrait de manière évidente que le PIB n'est pas simplement affecté par le volume de votre production, mais il est affecté par le volume de ce que vous vendez. Et si une partie de votre production, qui était autoconsommée, est transformée en production de marché, ça fait augmenter votre PIB, quand bien même la production globale n'augmente pas. Et ça, c'est un paradoxe, alors qui est très connu, que l'on m'avait enseigné d'ailleurs, hein, je dois dire, quand j'étais à Sciences Po au début des années 70, j'avais un professeur de statistique. Le cours de statistique à l'époque était tout nouveau, et moi, comme j'étais un ancien matheux, ou un matheux défroqué, comme j'aime dire, je m'étais inscrit à ce cours, et il nous disait, c'était un spécialiste de l'INSEE, et il nous disait, vous savez, vous payez une femme de chambre, vous créez du PIB, vous épousez votre femme de chambre, vous détruisez du PIB. Et pour autant, la production, si vous voulez, le service rendu est exactement le même. Et ce qui était au niveau de la plaisanterie, si vous voulez, au début des années 70, est devenu une réalité massive, parce qu'il y a toute une série de pays où des productions vivrières se sont transformées en productions commerciales. Mais ça n'a pas nécessairement entraîné un accroissement de la richesse de la population, quelles que soient par ailleurs les structures de répartition, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur la manière dont le PIB est réparti dans la population, mais ça, c'est encore un autre problème. Donc, on avait un problème avec les modèles, ou plus exactement avec les bases de données des modèles. On avait un problème avec le concept de PIB. On avait un problème avec les liens de causalité, dont on s'est rendu compte quand, en 2008-2009, on a voulu réactualiser les bases de données. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé les 5 premières années de la base et on a rajouté les 5 dernières pour que ça colle avec la période actuelle. Devinez ce qui se passe? Le sens de certaines relations s'inverse. Ah, alors ça aussi, pour un statisticien, pour un matheux, c'est pas étonnant. Ça prouve tout simplement que le modèle est instable. Et donc que les causalités elles-mêmes sont extraordinairement sujettes à caution. Et tout ceci, si vous voulez, c'était connu
des gens qui avaient un petit peu les mains dans le cambouis, soit parce qu'ils travaillaient, comme moi je travaillais à cette époque-là, en économie du développement, soit parce que c'était des économètres. Vous savez, très souvent, les économètres sont beaucoup plus honnêtes que les économistes. L'économètre, bon, d'accord, il a peut-être une vision un petit peu limitée, mais au moins son boulot, il le fait sérieusement. Et quand l'économiste lui dit, ah oui, mais je suppose ça, il dit, ça va pas, là, sur quelle base de données? Est-ce qu'il y a de la cohérence entre les différentes choses que tu veux calculer? Mets-toi d'abord d'accord dans ta tête et reviens me voir et après je fais tes calculs. Et très souvent, l'économiste dit, bon, cet économiste me fait chier, j'en veux un autre. Non, non, moi je veux faire ce calcul. Non, on ne peut pas le faire. Tout ça. Et donc, on voyait dès cette époque-là que, en réalité, la hausse du commerce mondial était largement un artefact statistique. C'était tout simplement lié au fait qu'il y avait toute une série de pays dont le commerce international n'était pas comptabilisé, les pays de l'Est et l'Union soviétique. Et à ce moment-là, on commence à le comptabiliser. Donc, il y a tout simplement un phénomène d'artefact statistique. Et que si on tenait compte de cet artefact statistique, ben, on n'avait pas cette espèce de grande idée comme quoi la croissance est tirée par le commerce international. Et après, ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, autrement dit de 2011 à 2021, c'est que ça, on l'a vu dans les statistiques. Tout ce que l'on supposait, compte tenu de tous les problèmes qu'il y avait dans les modèles, de toutes les incertitudes statistiques, bon, mais il y avait toujours des gens pour nous dire, bon, vous racontez n'importe quoi, regardez, vous voyez bien, ça monte, la croissance, elle est bien tirée par le commerce international. Et bien tout d'un coup, à partir de la crise de 2008, on a vu que la croissance n'était pas tirée par le commerce international, voire qu'il pouvait toujours y avoir un petit peu de croissance, alors que le pourcentage du commerce international dans la PIB mondiale diminuait. Et pouvait diminuer assez fortement. Et ça nous renvoie à une vieille idée, une idée qui date de la fin du XVIIIe siècle, en réalité, c'est que seule la production crée de la richesse. Alors bien sûr, les conditions de l'échange vous permettent de valoriser plus ou moins bien cette production, mais ce n'est pas l'échange qui crée de la valeur, c'est la production, le temps de travail qui crée de la valeur. Et donc là, il y a eu une espèce de rappel un peu brutal aux bases mêmes de l'économie, ce qui a amené toute une série d'économistes à se poser des questions. Alors, il faut être honnête, certains d'entre eux s'en posaient depuis assez longtemps. Par exemple, vous aviez dans cette idée de démondialisation un espèce de dogme, il faut libéraliser les capitaux. Parce que quand on libéralise tous les capitaux, eh bien, ça permet à l'investissement de se développer, etc. Sauf que deux de mes collègues, Danny Roderick et Arvind Subramanian, avaient fait un papier au début des années 2000. Alors, c'est Subramanian qui avait fait la base statistique, qui avait fait les calculs économétriques. Il est très, très bon là-dessus. Et qu'est-ce qu'il montrait? Eh bien, il montrait qu'il y avait en fait une corrélation inverse entre les investissements et la libéralisation des capitaux à court terme. Alors, on savait intuitivement, si vous voulez, parce qu'on pouvait montrer que dans toute une série de pays, la libéralisation des capitaux n'avait pas amélioré le taux d'investissement. Enfin là, c'était intéressant parce que le calcul, il a dû être fait, je crois, sur 90 pays, donc une base de données quand même assez robuste. Et ben, il montrait le contraire de ce que l'on affirmait. C'est-à-dire que quand vous libéralisez les capitaux, en fait, vous avez plus une fuite de l'investissement plutôt qu'une rentrée. Vous avez une destruction de l'investissement dans toute une série de pays et vous avez une partie de l'investissement qui part en thésaurisation pure. D'accord.
Et ça, c'était important. Puis après, vous avez eu une autre question qui était de dire, alors, les gens qui disaient il faut absolument libéraliser les capitaux disaient aussi, ah oui, mais la question des taux de change, bon, c'est toujours quelque chose de très positif. Bon. Et là, on se rend compte que, eh ben, on peut avoir des crises cumulatives de taux de change par le phénomène de la spéculation et, horreur des horreurs, en 2010, début 2011, je ne me souviens pas, le Fonds monétaire international lui-même a mangé son chapeau. Et il a dit, pour toute une série de pays, le contrôle des capitaux, ça peut être une bonne idée. Il faut arrêter de dire que le contrôle des capitaux, c'est mal. Non, ça peut être une très bonne idée. Donc, si vous voulez, on avait, en fait, la montée à la fois empirique et au niveau théorique de toute une série d'arguments qui remettaient en cause le credo de la mondialisation autour du thème la hausse du commerce international crée de la croissance. Et ça, entre les différentes crises, entre les différents, je dirais, changements dans les statistiques, ça s'est confirmé, et ça s'est confirmé très lourdement, grosso modo, de 2010-2011 à 2020-2021. Alors ça, c'est un premier point. Et alors, ce point a eu des conséquences extrêmement importantes. Bon, parce que si on accepte une série d'idéologues où vous pourrez leur montrer par 107 manières que la Terre est ronde, ils continueront à vous dire que la Terre est plate. Bon, c'est une autre chose. Les économistes, et en particulier les économistes du développement, c'est plutôt des gens assez honnêtes. Et je le dis même en pensant à des collègues avec lesquels je peux être en désaccord sur toute une série de points. Mais je ne critique pas leur honnêteté, je sais qu'ils sont honnêtes. Et à force de voir des choses, ils se sont dit, non, la source essentielle de la croissance, ce sont des institutions. Il faut de bonnes institutions économiques. Ah oui, mais problème, parce que le discours antérieur, le commerce crée la croissance, ça avait amené à créer des cadres institutionnels au niveau mondial qui donnaient la priorité aux phénomènes mondiaux sur les phénomènes nationaux. Et là, voilà que toute une série d'économistes disent, mais ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut au contraire construire des institutions au niveau national. Mais Jacques Sapir, la mondialisation a dû quand même profiter à certains pays. Vous citiez l'exemple, par exemple, de pays d'Afrique pour lesquels la libéralisation des capitaux, la mise en place d'abaissement de barrières douanières avait posé problème et n'avait pas forcément entraîné un développement du pays, outre un phénomène statistique. Mais par exemple, d'autres pays en voie de développement, je pense notamment aux pays asiatiques, ont, eux, réussi dans la mondialisation et même, on va dire aujourd'hui, prennent une place prépondérante dans le monde actuel et à venir. Qu'est-ce qui a fait la différence en fait entre des pays ou même d'Amérique du Sud, d'Afrique et les pays asiatiques? Quelle différence y a-t-il eu en termes de stratégie, en termes d'action? Alors, en termes de stratégie, la différence est très simple. Les pays asiatiques n'ont pas joué le jeu de la mondialisation. Les pays asiatiques ont dit, nous, on continue de se protéger, et donc on va vous vendre, mais on va limiter le flux des choses que vous pourrez nous vendre à nous. Donc, c'est très important ce que vous dites là, Monsieur Sapir, c'est-à-dire que, en fait, pour bénéficier de la mondialisation, notamment quand on est un pays en voie de développement, mais je pense aussi quand on est un pays développé, c'est qu'en fait, il ne faut pas faire le jeu de la mondialisation et espérer que les autres jouent le jeu de la mondialisation. Tout à fait. Et donc, là, c'est la stratégie de la Chine,
si vous voulez, qui est évidente, la stratégie de la Thaïlande, du Vietnam, etc. Vous avez néanmoins un problème, c'est que dans deux pays qui avaient adopté ce type de stratégie dans les années, des années 50 ou 60 aux années 2000, vous avez eu une forme de révolution néolibérale qui les ont amenés à démanteler leur système institutionnel. Le résultat, c'est qu'ils ont connu des crises ou des périodes de stagnation assez importantes, cas du Japon, par exemple, et cas de la Corée du Sud. Bon, la Corée du Sud est en train de comprendre qu'elle a fait une erreur, et d'ailleurs, il faut dire que le démantèlement du système institutionnel en Corée du Sud est allé moins loin que ce qu'il était allé au Japon. Mais il faut aussi dire cela. Alors ça, c'est le premier facteur. Derrière, il y a un autre facteur qui est très important et qui explique en particulier pourquoi les pays d'Asie ont réussi, y compris l'Inde d'ailleurs. Alors, bien sûr, l'Inde, c'est un pays continent, elle a des problèmes que n'ont pas des pays comme la Corée, comme le Vietnam, comme la Thaïlande, bon, etc. Mais malgré tout, elle a connu une très forte croissance. Et pourquoi il n'y a pas le même phénomène en Afrique et en Asie? Premier point, avez-vous un véritable sentiment nationaliste dans le pays? Et on voit que les pays en développement qui réussissent le mieux sont les pays où le projet économique s'articule avec une vision nationaliste importante au sein du pays. Ça, c'est un point extrêmement, extrêmement important. Pouvez-vous développer ce que vous entendez par nationaliste? Bah, ce que l'on entend traditionnellement, c'est l'idée, par exemple, le Japon est mon pays et je veux que le Japon se développe. Bon. Et donc, j'ai un sentiment d'intérêt commun au niveau du Japon, au niveau de la Corée. Bon, on le voit par exemple dans le cas en Chine. En Chine, une partie de l'idéologie communiste, qui était déjà très nationaliste. Moi, je me souviens de ce que racontaient les Chinois dans les années 60 et 70. Ils étaient déjà très nationalistes. Mais évidemment, ce phénomène n'a fait que s'amplifier dans les années 90, 2000, 2010. Même chose au Japon, etc. Donc, ce nationalisme est important parce qu'il permet une véritable construction de l'État. Et là, on tombe sur un autre problème. Vous avez un défaut de construction de l'État évident dans toute une série de pays d'Afrique. Le seul pays d'Afrique, ou peut-être les deux seuls pays d'Afrique, et je parle de l'Afrique subsaharienne, où vous avez une vraie tentative de construire un État, c'est essentiellement l'Afrique du Sud et le Nigeria. Alors le Nigeria, pour une raison simple, ils ont été confrontés dans les années 60, début des années 70, à une guerre civile extrêmement brutale, atroce, bon, etc. Et ça construit d'une certaine manière un sentiment d'unité nationale. Et en Afrique du Sud, c'est délibérément que les leaders de l'ANC ont pris un tour nationaliste, parce que c'est la seule manière de trouver une issue à la confrontation entre un nombre élevé de communautés. Mais on dit toujours, oui, l'Afrique du Sud, problème des Noirs, problème des Blancs. D'abord, les Blancs ne sont pas unis en Afrique du Sud. Vous avez ceux qu'on appelle les Britanniques, qui est deux. Vous avez les Afrikaners. Et pour avoir travaillé pendant plusieurs années en Afrique du Sud avec des Sud-Africains, je peux vous dire que ces deux communautés se détestent de manière considérable. Et puis, les Noirs, ça n'existe pas. Vous avez les Zoulous, vous avez les Xhosa, d'autres ethnies. Après, vous avez les Indiens. Et oui, il y a une grosse minorité indienne en Afrique du Sud. Et enfin, vous avez cette communauté étrange, mais qui existe,
les métis, qui, à cause de leur métissage, sont rejetés par leur communauté d'origine. Et donc, n'ont pas d'autre solution que de constituer eux-mêmes une communauté. Bon. Quand vous avez ce type de problème, ben, la seule solution, c'est de jouer la carte nationaliste. Si vous voulez, la seule manière de surmonter cette question des communautés, c'est de dire, nous voulons que l'Afrique du Sud, en général, et pas les Xhosa, et pas les Zoulous, et pas telle ou telle communauté, devienne un pays puissant. Alors, je ne dis pas que c'est réussi pour l'instant, mais en tous les cas, c'est un projet qui est très délibérément adopté par la grande majorité de l'élite sud-africaine aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu les deux contre-exemples. Mais vous avez ce problème de la constitution de l'État qui empêche la constitution d'un nationalisme étatique, pas d'un nationalisme communautaire. Oh, il y a plein de nationalismes communautaires, il y a plein de communautarisme, pas des nationalismes en réalité. Bon. Mais il n'y a pas de sentiment étatique. Il y a très peu de sentiments étatiques. Donc ça, c'est un énorme problème. Problème que vous pouvez retrouver dans certains pays d'Amérique latine, tout simplement parce que là-bas, les élites ne croient pas dans leur pays. Vous savez, alors c'était la fameuse formule qu'on avait sur le Mexique. Pauvre pays, si loin de Dieu, si près des États-Unis. Évidemment, la majorité de l'élite mexicaine a comme horizon de référence les États-Unis. Donc, elle vit au Mexique pour tirer le maximum d'argent qu'elle peut, mais elle se vit en tant que minorité au sein des États-Unis. C'est vrai dans beaucoup de pays de l'Amérique centrale, voire du nord de l'Amérique du Sud. Par exemple, un problème au Venezuela, outre question du gouvernement, mais il y a un problème réel, c'est que l'élite, la bourgeoisie vénézuélienne, ne croit pas dans l'existence du Venezuela. Elle croit dans le Venezuela comme base d'extraction de sa richesse pour aller dépenser à Miami et aux États-Unis. Donc, ça aussi, ça pose un énorme problème. Et il n'y a pas qu'en Amérique latine que ce problème existe. Nous l'avons aussi en Europe. Prenez le cas de la Grèce. La Grèce est typiquement un pays dont l'élite sociale, politique, culturelle ne croit pas en la Grèce, n'a pas confiance dans son pays. Vous aviez besoin d'aller chercher aussi loin? Et, bon, je crois que dans le cas français, vous avez malgré tout un espèce de fonds national, de fonds nationaliste qui existe, ou de fonds patriotiques, quels que soient les termes que vous utilisez, qui existent et qui peuvent servir de force de rappel par rapport à ce comportement de cette élite. Mais quand vous êtes dans un pays dans lequel les gens ne croient pas, pour différentes raisons, la Grèce est malgré tout une construction assez artificielle, historiquement. Hein. Il devient très difficile de construire, à partir de là, un projet politique cohérent impliquant la construction politique d'institutions, parce que les institutions, elles ne se construisent pas sur un déclic, elles ne se construisent pas parce qu'il y a quelqu'un qui a tout dit, ah, ça y est, j'ai trouvé la bonne institution. Non, elles se construisent parce qu'il y a des groupes sociaux qui rentrent en conflit et qui, à un moment donné, comprennent qu'elles sont obligées de vivre ensemble. Que ces groupes sociaux sont obligés de vivre ensemble dans le même pays. Et donc, ces groupes sociaux passent des compromis. Et les institutions sont fondamentalement le résultat de ces compromis. Le problème, c'est que si vous avez un groupe social qui dit oui, mais c'est pas mon pays, ou je veux faire le maximum d'argent et je me prépare à partir ailleurs, ça ne marche plus.
Donc, vous voyez, ça, c'est un point extrêmement important à comprendre et qui éclaire d'une certaine manière la réussite des pays d'Extrême-Orient. Très bien. Donc, en ce sens, oui, comme vous le disiez, donc les institutions résultent d'une confrontation de groupes sociaux, mais quand on libéralise les mouvements de capitaux, les libertés de mouvement en général, de marchandises, de capitaux, les libertés aussi de mouvement humain, on a un problème qui est que, par exemple, un groupe social avec un niveau de richesse assez élevé peut alors plus facilement euh, partir à l'étranger ou investir en tout cas à l'étranger au détriment du territoire national et donc affaiblir les institutions, éviter quelque part, éviter le conflit avec les autres groupes sociaux et affaiblir les institutions nationales. Tout à fait, tout à fait. Et en termes de théorie des jeux, ça s'appelle une stratégie de défection. D'accord. Et donc, pour partir sur la suite, vous avez dans votre livre, parce que nous avons parlé de la mondialisation, et parlons maintenant de la démondialisation, c'est-à-dire que vous annoncez dans votre livre que déjà, on sentait dans le début des années 2000, on avait un mouvement précurseur de la démondialisation dans les années 2000, qui s'est confirmé depuis. Et pouvez-vous nous dire quels sont les éléments précurseurs dans les années 2000, alors que justement la Chine venait d'intégrer l'OMC? Alors, au début des années 2000, on pouvait voir que ce mouvement de démondialisation était en train de prendre de l'ampleur à travers toute une série de choses. Bon, d'abord, la stratégie de la Chine. Oui, la Chine adhère à l'OMC, mais n'applique pas les règles de l'OMC en réalité. Elle a d'ailleurs obtenu des exemptions sur ces règles. Et elle avait dit très clairement que non, non, elle resterait sur cette politique très natio-centrée, même si elle rentrait dans l'OMC. Donc ça, c'était un premier point. C'était déjà un point assez intéressant qu'on pouvait lire dans le discours chinois. Un autre point, ça a été, d'une certaine manière, tout ce qui s'est passé de 1998 à 2008, bon, grosso modo, les 10 années qui marquent un petit peu la charnière entre la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. On voit tout d'abord que les États-Unis enregistrent toute une série d'échecs. Échecs militaires, d'échecs politiques. Bon. Et on voit que face à ces échecs, un pays, la Russie, qui est en train de se reconstruire par la voix de son dirigeant, Vladimir Poutine, somme les Américains de changer de stratégie. C'est le fameux discours de Munich. Alors le discours de Munich, il est intéressant parce que, en fait, il y a trois parties, si vous voulez. D'ailleurs, les discours de Vladimir Poutine sont toujours très construits. Hein. Première partie où il essaye de mettre en évidence les points d'accord possibles entre la Russie, les États-Unis. Ça, c'est un premier. Puis un deuxième point où il dit oui, mais pour qu'on puisse mettre en place ces accords, pour qu'on puisse avoir une véritable coopération entre États, il faudrait que vous abandonniez une série de choses auxquelles vous tenez. Et là, il fait référence déjà au caractère extraterritorial du droit américain. On dit non, c'est pas possible. Si on a un accord entre États, tous les États doivent être traités pareil. Mais si vous vous exigez en plus d'avoir un droit d'extraterritorialité, ça ne marchera pas. Donc, il développe un petit peu là-dessus. Et la troisième partie, quand c'est dire, si on ne peut pas avoir un accord entre nous, nous aurons un conflit. Et nous sommes prêts à aller à ce conflit. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'a pas été écouté en Occident. Il fallait vraiment écouter ce discours, il fallait le lire, le comprendre, et bien voir que ce n'était pas un discours fermé, c'est un discours qui laissait ouvert plusieurs possibilités, mais qui indiquait bien à quelles conditions certaines possibilités seraient possibles ou pas. Donc ça, c'est un problème.
il y a eu aussi un autre fait important. C'est quand même la constitution de l'Organisation de sécurité et de coopération, ce qu'on appelle l'Organisation de Shanghai, bon, qui s'est constituée en fait fin des années 90, début des années 2000, et qui est traitée au début par le mépris. On dit ah oui, oui, c'est un OTAN du pauvre ou c'est un OTAN des dictateurs, bon, etc. Et on ne se rend pas compte que, quelles que soient les limites, d'ailleurs, parce que oui, c'est une organisation qui est assez limitée, mais que cette organisation donne à la fois un cadre de sécurité militaire, politique et économique, grosso modo, aux 2 tiers de la planète en termes de population. Regardez, l'OSC, c'est une organisation qui a commencé entre la Chine et l'URSS, puis vous avez des anciennes républiques de l'URSS qui ont adhéré, puis vous avez toute une série de pays qui ont demandé des postes, si vous voulez, sans adhérer formellement, mais des postes d'observateurs, le Pakistan, l'Inde, l'Iran, etc. Et à travers ça, eh ben, vous vous rendez compte que c'est un instrument qui permet de gérer les conflits entre grandes puissances, entre la Chine et l'Inde. Quand même, on a été souvent à 2 doigts de la guerre entre ces pays, si vous voulez, entre le Pakistan et l'Inde, puisque maintenant la Chine fait pression sur le Pakistan, bon, et amène à modérer un certain nombre de positions. Donc oui, c'est une véritable organisation de sécurité internationale et ça devient une organisation de développement depuis 10 ans. Et ça, si vous voulez, c'est plus le rôle de la Chine que de la Russie. La Russie avait beaucoup insisté sur la dimension de sécurité internationale. La Chine, elle, insiste sur la question de développement international parce que c'est à travers l'OCS que la Chine a commencé à développer son système des routes de la soie, avec l'accord tacite de la Russie. Je ne pense pas que la Russie aurait pu de toutes les manières s'y opposer. Et ils ont compris que quand on ne peut pas s'opposer à quelque chose, il vaut mieux s'allier à cela que de chercher un conflit qui n'a pas de sens. Bon. Donc, Alors, justement, Jacques Sapir, j'aimerais que vous me parliez un peu, donc vous parlez de l'émergence de l'OCS, et face à ça, on assiste à la décrépitude du G7, et je voulais savoir si vous pourriez nous préciser un peu le poids relatif de chacun de ces deux organisations, mais aussi quelles sont leurs conceptions des relations internationales. alors, en termes de poids relatif, elles sont maintenant à peu près, au même niveau. Alors, à condition, dans le G7, vous avez toujours la question de la Chine. Bon. Si vous prenez le G7 réel, qui est en réalité un G6, et si d'un autre côté vous rassemblez les BRICS, bon, vous voyez que c'est à peu près le même poids en termes de PIB mondial. Bon, alors après, ça dépend comment on calcule le PIB mondial. Est-ce qu'on le calcule en dollars? Est-ce qu'on le calcule en parité de pouvoir d'achat? Mais c'est à peu près la même chose. Pourquoi? Parce que le G7 a vu son poids dans le PIB mondial diminuer de manière extrêmement importante depuis 25 ans. Ça, c'est un point indiscutable. Donc ça, si vous voulez, c'est un premier. Après, sur les conceptions, ben, en fait, il y a des conceptions qui sont assez différentes, mais qui s'appuient aussi sur des, si vous voulez, sur des lignes de fracture au sein du G7. Pour vous dire que grosso modo, les BRICS et l'OCS en général a pour idée que les relations doivent être sur la base des relations internationales. Autrement dit, il n'y a pas de supranationalité. D'ailleurs, l'OCS a un tout petit secrétariat. Quand il y a des réunions de l'OCS, c'est toujours les chefs d'État qui décident. Et elle
elle fait de la souveraineté de chaque pays un des points tout à fait essentiels. Au sein du G7, c'est un petit... Enfin, le problème est le suivant. Le G7, en théorie, défendrait des organisations supranationales. Sauf que les États-Unis disent, oui, c'est bon pour vous, mais pas pour nous. Donc, faites des organisations supranationales à condition que nous, on soit les chefs. Ça commence aujourd'hui à poser un vrai problème dans les relations entre l'Union européenne et les États-Unis. C'est d'ailleurs indépendamment du président des États-Unis au final. Absolument, absolument. Indépendamment du président des États-Unis, il y a un conflit latent entre l'Union européenne et les États-Unis sur ce point. Par ailleurs, cette vision des organisations supranationales, qui est celle de l'Union européenne, est-elle cohérente? Pas sûr. Et on n'est même pas sûr qu'elle soit la vision de l'ensemble des 26 pays. Il y a très clairement des pays qui tiennent aujourd'hui à leur souveraineté en Europe. La Pologne, la Hongrie, mais pas que. L'Allemagne. L'Allemagne. Même si le problème de l'Allemagne, c'est qu'elle ne peut pas dire qu'elle défend la souveraineté allemande, elle ne peut défendre la souveraineté allemande qu'à travers l'Union européenne. Ça, c'est un vieux dilemme de l'Allemagne. Bon, un dilemme vieux qui date du post-49, post-1949. Mais donc, vous avez les pays du groupe de Visegrad qui tiennent très fermement à leur souveraineté, même des pays occidentaux de l'UE. C'est la raison, par exemple, pour laquelle l'Espagne n'a pas ratifié toute une série de décisions de l'UE, en particulier sur la reconnaissance du Kosovo. Et on comprend tout de suite pourquoi. Ou la charte des langues régionales aussi. Eh oui. Eh oui. Donc, on voit que même au sein de l'UE, il n'y a pas d'unité. Donc, vous avez une UE fragmentée, des États-Unis qui continuent de vivre dans l'illusion qu'on est toujours dans la situation des années 50 et 60, alors que le monde a quand même énormément évolué là-dessus. Les pays de l'OCS, qui eux sont très calés sur une ligne relations internationales à l'ancienne, consiste à dire souveraineté des États, on ne va pas rentrer dans vos problèmes intérieurs, et personne ne rentre dans les problèmes intérieurs de l'autre. C'est la condition même du fameux droit des gens au sens de Grotius. Je rappelle que le droit des gens, les gens là, c'est les États, c'est pas les personnes. Bon, on a ça. Et puis après, on a des pays qui savent plus trop où ils en sont. Le cas de l'Afrique est malheureusement tragique. Les pays africains étaient partis dans l'idée de l'union panafricaine au départ. Si vous regardez la situation au début des années 60, c'était ça, la grande idée. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce rêve panafricain? Pas grand-chose. Peut-être des unions régionales pourront fonctionner, et encore. Et en Amérique latine, on voit bien que chaque fois qu'il y a eu une tentative de constituer une organisation un petit peu structurée des pays d'Amérique latine, les États-Unis ont tout fait pour la faire capoter. Donc, on a en fait un espèce de tripode, les États-Unis, l'Union européenne elle-même très divisée, l'OCS et les pays des BRICS, enfin, et puis autour de ça, des pays qui hésitent, bon, etc. Mais par exemple, il est clair qu'une partie des pays d'Afrique vont finir par se rattacher, bon gré mal gré, à l'OCS.
à l'OCS ou à l'organisation des BRICS. Hein. L'Afrique du Sud a été le premier qui l'a fait délibérément et d'ailleurs en relation avec l'Inde. Bon, c'est une chose intéressante. Quand l'Inde a décidé de devenir membre observateur de l'OCS, l'Afrique du Sud, elle, a franchi le pas et elle dit bon, allez, on va participer, puis elle franchit le pas en termes de BRICS. Elle s'est rattachée au groupe des BRICS. Bon, ne jamais oublier qu'il y a des liens assez profonds entre l'Inde et l'Afrique du Sud. C'est des liens qu'on tend à oublier, nous, en France, mais qui restent quelque chose d'assez profond. Bon, bref, on a ce type de carte, et ce type de carte qui n'était pas figé à la fin des années 2000, hein, si vous voulez, en 2008-2009, ce n'était pas encore figé, a tendu à se figer, à se concrétiser de manière de plus en plus institutionnalisée dans ces 10 dernières années. C'est ça aussi la démondialisation. Parce qu'un système n'est remplacé que par un autre système. Alors justement, pour rebondir sur ça, est-ce que plutôt que d'une démondialisation, est-ce qu'on n'assiste pas plutôt d'un basculement d'une mondialisation américano-centrée à une mondialisation sino-centrée? Alors, il y a de ça, c'est incontestable. Il est très clair aujourd'hui que la relation Chine-Amérique est une relation tout à fait essentielle. Conflit, coopération, conflit et coopération, parce que les deux ne sont pas nécessairement antinomiques. Mais la vision que la Chine a des relations internationales n'est pas la vision des États-Unis. Pour plusieurs raisons. La Chine n'a plus aujourd'hui de rêve messianique. Les États-Unis, eux, vivent toujours dans cette idée très messianique. Alors, qui les a amenés à intervenir de plus en plus dans les affaires du monde à partir de 1945, mais qui les avait amenés avant 1914 à s'extraire du monde. Le même messianisme américain peut à la fois expliquer l'isolationnisme ou l'interventionnisme. Il faut faire très attention à ça. Mais il y a une vraie dimension messianique dans la politique internationale américaine. Et, bon, il n'y a pas de politique internationale européenne, mais dans les discours qui sont tenus à Bruxelles, il y a la tentative de constituer un espèce de corps de doctrine messianique à l'imitation des États-Unis. On va parler à ce moment-là des valeurs européennes. Je ne suis pas sûr que les Polonais ou les Hongrois donnent la même définition de ces valeurs que les Français ou que les Allemands ou que les Italiens, que les Espagnols leur donnent exactement la même définition non plus. Bon, mais il y a cette illusion qu'on peut créer ça. Et par ailleurs, il n'y a aucune idée messianique dans les BRICS, aucune idée messianique dans l'OCS et aucune idée messianique dans la politique internationale chinoise. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que ça veut dire que, d'une certaine manière, le messianisme est appelé à se heurter au mur des réalités internationales. Très bien. Donc, pour cette partie, donc vous avez mentionné les nouvelles routes de la soie. Dans un précédent entretien sur le Sud-Caucase, nous avons également développé le rôle essentiel que vont jouer les nouvelles routes de la soie, donc notamment dans les différents pays du Caucase. Et je voulais voir avec vous en quoi ces nouvelles routes de la soie ne sont-elles pas un nouveau vecteur de mondialisation au final? Donc vous avez dit que l'OCS sert de forum au final de discussions interétatiques.
Mais les nouvelles routes de en quoi les nouvelles routes de la soie ne permettent-elles pas à la Chine, au final, de basculer d'une mondialisation sous couvert de libéralisation pour propager l'hégémon des États-Unis, et en quoi les nouvelles routes de la soie, à travers un respect des relations interétatiques, ne promouvoiraient pas un hégémon chinois. Alors, il faut bien regarder à la fois ce que représentent économiquement, en termes d'investissement, les routes de la soie. Les routes de la soie. Les routes de la soie ne sont pas l'équivalent d'une mondialisation, au sens où c'est toujours de la relation entre un pays et la Chine. Mais dans l'idéal de la mondialisation, cet idéal qui avait été proclamé dans les années 90, après la dissolution de l'Union soviétique, cette idée d'un espèce de nouveau monde dont les États-Unis seraient les garants. Mais c'était la fin de l'histoire, la mondialisation heureuse. Voilà, si vous voulez, c'était l'idée que on allait accepter certaines règles supranationales et que, d'une certaine manière, on allait créer de nouveaux forums où ces règles seraient élaborées. Bon, je pense que les Américains n'y ont pas réellement cru. Je pense que les seuls qui y ont vraiment cru à cette histoire-là, c'est les Français. Pour une raison traditionnelle, hein, si vous voulez, parce que les Français, en tant que l'un des pays fondateurs des Nations Unies, on a quand même eu le premier secrétaire des Nations Unies, René Cassin, bon, on est très attaché à cette idée de règles de droit qui s'imposeraient aux États. Sauf que ça s'est jamais réellement manifesté et que les seules règles internationales qui existent sont des règles taillées sur mesure pour les États-Unis. À partir du moment où ces règles sont mises en cause, les États-Unis ne veulent plus de la mondialisation. D'ailleurs, c'est un point intéressant. Quel est le pays qui, actuellement, fait le plus pour accélérer le processus de démondialisation? Pas nécessairement volontairement, mais dans les faits, ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui, par leur pratique de droit extraterritorial, le contrôle qu'ils ont sur les grandes agences de notation, etc., ont provoqué en réaction la remise à l'ordre du jour d'une souveraineté parfois agressive d'un certain nombre d'États. Et c'est ce qui provoque d'ailleurs le gros problème avec la Chine aujourd'hui. Donc, on est plutôt sur cette décomposition, et face à cela, ce que propose la Chine, bien sûr qu'elle va chercher à faire avancer ses propres intérêts, mais ce qu'elle propose, c'est toujours de la relation d'État à État. Alors, ça peut poser problème parce que c'est pas simple de négocier avec un éléphant comme la Chine. Il vaut mieux de ce point de vue-là, être loin de la Chine, comme la France, avoir l'arme nucléaire, ce qui permet à un moment de dire aux dirigeants chinois, écoutez, maintenant, vous arrêtez votre connerie, si on en vient au conflit, on sait qu'on peut se détruire l'un l'autre. Donc, on n'a pas intérêt, on a beaucoup plus intérêt à trouver un bon accord. Combien y a-t-il de pays qui peuvent tenir ce discours? Pas énormément. Donc ça pose aussi un véritable problème. Et s'il y avait encore quelqu'un qui, en France, avait une idée de ce que devrait être le rôle de la France au niveau des relations internationales, il dirait, il comprendrait immédiatement que ce rôle, c'est beaucoup plus de réunir tous ces pays qui tiennent à leur souveraineté et qui peuvent avoir de gros problèmes dans la mise en œuvre de ces souverainetés
face à des géants comme la Chine, comme l'Inde et comme les États-Unis, et qui, d'une certaine manière, s'ils s'associent dans le cadre du respect de la souveraineté, peuvent peut-être faire contrepoids aux ambitions des uns et des autres. Ça serait une possibilité de projet pour une diplomatie française. Bon. Donc, il y a quelqu'un qui a ce type d'idée qui arrive à la présidence, je pense qu'il se passera un certain temps. Donc, une organisation de la coopération de Paris pour dialoguer avec l'organisation de la coopération de Shanghai, quelque part. Oui, et pourquoi pas? Nous pourrions, nous Français, discuter avec l'OSCE pour obtenir un siège, si vous voulez, d'observateur. Techniquement, nous y avons droit à cause, si vous voulez, de ce département d'outre-mer qui s'appelle la Réunion. La Réunion est dans l'océan Indien, elle est donc dans la zone couverte par l'OCS. Donc, vous comprenez, au nom de notre présence dans l'océan Indien, nous demandons un siège d'observateur. Mais ça serait par ailleurs quelque chose d'intéressant si on prend maintenant en compte le désastre afghan, si vous voulez. Ce qui se passe en Afghanistan ne pourra être contrôlé que par les pays de l'OCS, qui est à la manœuvre aujourd'hui pour chercher à limiter le potentiel négatif des talibans. La Chine, qui par ailleurs peut faire pression sur le Pakistan, et ce n'est pas négligeable. L'Inde, évidemment, qui craint plus que tout une montée, je dirais, d'un terrorisme islamiste qui la menacerait directement. L'Iran, qui ne voit pas d'un très bon œil l'installation des talibans, bon, qui est content que les Américains s'en aillent, c'est clair, mais qui par ailleurs se dit qu'est-ce que nous réservent les talibans et la Russie, bien sûr, qui par ailleurs gère la sécurité de ces anciennes républiques, hein, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, continuent d'être extrêmement dépendantes de la Russie pour la question de leur sécurité. Donc, ils sont membres de l'OTSCE, c'est ça? Quoi? Ils sont membres de l'OTSCE, du traité de sécurité collective, enfin, traité de sécurité collectif de l'ex-URSS. Voilà. Concrètement, 3 de ces pays sont des membres à titre plein de l'OCS, Chine, Inde, Russie. 2 sont des observateurs, le Pakistan et l'Iran. Ça ferait sens que l'on demande une place d'observateur. D'abord, parce qu'on serait associé au débat, et il vaut toujours être mieux à l'intérieur d'une organisation si on ne peut pas l'affronter. Et puis aussi parce que ça nous permettrait de faire le pont entre les institutions de l'Europe, voire même l'OTAN qui va continuer d'évoluer. Je ne suis pas du tout sûr que l'OTAN dans 10 ans sera l'équivalent de l'OTAN aujourd'hui, même si on conserve le nom. Par ailleurs, ce n'est pas un problème. Et justement, cette Asie médiane qui est aujourd'hui typiquement le cœur de toute une série de problèmes potentiels. Par ailleurs, le radicalisme et le terrorisme islamique posent aussi des problèmes dans d'autres régions, comme par exemple l'Indonésie. L'Indonésie, premier pays musulman de la planète. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, le centre de gravité du monde musulman n'est plus dans le monde arabe. Il est en Asie. Bon. Donc l'Indonésie, premier pays du monde musulman, craint plus que tout d'être déstabilisé par un islam fondamentaliste et terroriste.
Et moi, je suis persuadé que l'Indonésie va finir par se rapprocher de l'OCS et des BRICS. Ça ne sera pas un mariage d'amour, parce qu'il y a des problèmes assez traditionnels entre l'Indonésie et la Chine, de même qu'il y a des problèmes entre l'Indonésie et l'Inde, mais ça sera un mariage de raison, parce que les dirigeants indonésiens comprendront qu'il vaut mieux s'associer avec des gens qui ont les moyens d'intervenir pour limiter le potentiel, je dirais, déstabilisateur des talibans, plutôt que de rester en dehors du coup. Et si l'Indonésie commence à se rapprocher de l'OCS, ça ne fera que renforcer l'intérêt pour la France d'y être en tant qu'observateur. Donc, vraiment, très profondément, je pense que nous avons peut-être déjà laissé passer une partie de notre chance, parce qu'on aurait dû faire cette démarche il y a 4 ou 5 ans, en réalité, mais il n'est peut-être pas trop tard, et il faudrait effectivement regarder dans cette direction, non pas pour adhérer à l'OCS, mais tout simplement pour établir un pont entre les différentes organisations qui pourront naître en Europe de la déliquescence de l'OTAN et cette organisation qui est en train de se construire en Asie. Très bien. Donc, en conclusion sur cette partie, la démondialisation, une opportunité pour la France d'être une puissance d'équilibre entre différents blocs. Je voudrais aborder avec vous maintenant une partie qui est très différente, mais qui est très intéressante dans votre livre, qui est la question de la dédollarisation du monde et aussi de l'euro. Vous dites donc dans votre livre que l'euro à l'origine avait été conçu avec l'objectif de remplacer le dollar en termes de monnaie de réserve et de monnaie d'échange, plus généralement. Or, vous faites un constat assez troublant dans votre livre, qui est de dire que 20 ans après, on constate une chose, c'est que le volume d'euros dans les réserves de change des banques centrales n'est au final est moins important que le volume des 4 principales monnaies qui composaient le système monétaire européen en 1995. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer que d'un côté, on a quand même une certaine décroissance du dollar, une certaine décroissance de l'euro en faveur d'autres monnaies? Alors effectivement, c'est un des points les plus intéressants, un point qu'on pouvait imaginer quand j'ai écrit le livre en 2010, mais qui s'est vraiment confirmé entre 2010 et 2020. On est en fait confronté à 3 phénomènes. Premier phénomène, c'est effectivement, après une montée du dollar, parce qu'il y a eu des doutes sur l'euro dès le départ, le dollar perd régulièrement du terrain. Et il perd régulièrement du terrain en termes de monnaie de réserve, parce que d'une part, les pays maintenant commercent de plus en plus avec la Chine ou avec la Russie, donc hors de la zone dollar, et donc ils ont besoin d'avoir des réserves adaptées, mais aussi parce qu'il y a des dollars, non pas tellement des doutes sur ce qui se dit beaucoup sur Internet. Ah oui, il va y avoir un grand crack du dollar. J'y crois pas. J'avoue que je n'y crois pas. Par contre, les mesures extraterritoriales qui consistent à dire, par exemple, à partir du moment où vous utilisez le dollar comme monnaie de règlement, même si ce n'est pas pour commercer avec les États-Unis, vous devez respecter la loi américaine, ce qui est la base de l'affaire Alstom. Bon, ça a fait beaucoup de mal. Et ça continue de faire beaucoup de mal au dollar. En fait, à travers cette opération, les Américains se sont tirés, non pas une balle, mais une rafale de mitrailleuse dans le pied. Donc,
le dollar est en train de décliner. L'euro ne se substitue pas au dollar, ce qui était pourtant le projet initial. Si vous voulez, et j'ai beaucoup de collègues qui, lors du traité de Maastricht, ont voté oui, moi j'ai voté non, mais ils ont voté oui en disant, mais tu verras, ça va nous permettre de sortir de la domination du dollar et dans 10 ans, l'euro deviendra un concurrent du dollar, un concurrent puissant du dollar. Et ça ne s'est pas fait. Alors ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons. Première raison, ça c'est une raison évidente, mais bon, quand on ne veut pas écouter, on n'écoute pas. La puissance d'une monnaie, ce n'est pas la puissance de vos réserves de change, ce n'est que modérément la puissance de votre économie, c'est essentiellement votre puissance militaire, votre capacité d'intervention. Ce qui maintient le dollar dans sa position actuelle, c'est malgré tout la puissance militaire des États-Unis. Et ça, il faut le savoir. Or, de cette puissance militaire, il n'y en a jamais eu en Europe. Donc, il était évident que l'euro ne pourrait pas dépasser les 22-23% de réserve, ce qui est le plus haut qu'il ait atteint dans son histoire. Et après, il y a eu de telles crises à l'intérieur de la zone euro, et il y a eu une telle gestion, tant par la BCE que par l'Allemagne, de la zone euro, que évidemment, ça a accéléré le déclin. Et donc, quand vous avez ces deux déclins qui se combinent, et ajoutons là-dessus le fait que l'euro n'a jamais pu occuper une place importante. Alors maintenant, je ne parle pas en termes de monnaie de réserve, mais en termes de monnaie d'investissement international. L'euro est dépassé par le yuan convertible. Aujourd'hui, d'abord, il y a le dollar, évidemment, très haut, puis après, il y a le yuan. Et l'euro, ça doit représenter 6% ou 7% de l'ensemble des investissements. Donc, quand on est dans cette position avec la monnaie dominante qui s'effrite maintenant de manière régulière, la monnaie qui aurait pu contester la monnaie dominante qui s'effrite aussi, eh bien, la seule solution pour les différents opérateurs, que ce soit les banques centrales, que ce soit des entreprises privées, ce sont des monnaies de substitution. Et donc, ce qui est tout à fait fascinant, c'est de voir des petites monnaies monter en termes de pourcentage. Et grosso modo, en 10 ans, ces petites monnaies, elles ont pris 10% dans le total des monnaies de réserve. Alors, elles étaient toujours autour de 6-7%. Au départ, c'était quoi? C'était la livre sterling, le yen japonais, le franc suisse. Bon. Et puis, vous avez des monnaies exotiques, mais dont la présence peut se comprendre. Le dollar canadien, le dollar australien, le dollar singapourien, et puis, même si pour l'instant, il n'est pas convertible, mais il peut être utilisé comme monnaie de réserve, vous avez le yuan. Et on voit que on est passé à de 6-7% autour de 18%. Et l'euro est redescendu de 22% à peu près au même niveau. Et donc, c'est un point quand même qui est extrêmement intéressant. On voit là se manifester une tendance à la fragmentation du système monétaire international, et on voit que la tentative de constituer l'euro en tant que monnaie importante, que monnaie pivot, vous savez, si je reprends les termes de Michel Aglietta, qui était mon directeur de thèse, lui, il parlait de devise clé. Et bon, il y a eu la devise clé américaine, le dollar, et il y aura, en 10 ans, 15 ans, 20 ans, une autre devise clé, l'euro. Non, pas du tout ça. Ces deux monnaies sont en train, non pas de s'effondrer, mais de s'effriter de manière très régulière maintenant depuis une dizaine d'années. Et ce sont des nouvelles monnaies qui apparaissent. Et ça veut dire qu'on va aller dans un système où le système monétaire international, ce qu'on appelle
le SMI, va être de plus en plus fragmenté. Alors, est-ce que la Chine est prête à mettre le yuan dans les mêmes conditions de change et de parité que le dollar, de manière à jouer un contre-dollar? J'en suis pas convaincu, parce que les Chinois comprennent aussi que ce type de politique a ses contraintes sur la Chine, et qu'en bon nationaliste, ils regardent d'abord ce qui se passe en Chine avant de regarder ce qui se passe dans le monde. Alors, est-ce que pour nos auditeurs, vous pourriez expliciter la différence entre le yuan et le yuan renminbi, c'est-à-dire le yuan convertible? Voilà. En fait, la Chine a en réalité deux monnaies qui sont les mêmes, mais il y a la monnaie dont elle se sert à l'intérieur du pays, et puis vous avez des lignes de crédit, hein, qui sont convertibles, alors sous toute une série de réserves. Et là, on parle pour la première monnaie de renminbi et pour la deuxième monnaie de yuan. C'est la même, sauf que vous pouvez avoir dans une banque chinoise une entreprise, elle peut avoir 50 ou 60% de ses comptes qui sont sur des lignes de compte qui ne sont pas convertibles, donc ça sera du renminbi, ça va lui servir à payer ses salaires, à payer ses fournisseurs chinois, bon, etc. Et puis, 30 à 40% qui seront convertibles, qui vont lui servir, par exemple, à payer ses importations, à payer des fournisseurs de services étrangers, etc. Et ça, c'est du yuan. La logique serait, malgré tout, que l'on unifie les deux monnaies. Qu'on dise, voilà, il n'y a plus de renminbi, il n'y a que du yuan, toute la monnaie chinoise est entièrement convertible. Mais si les Chinois font ça, il serait logique, compte tenu de la puissance de l'économie chinoise, que très rapidement la part du yuan monte à au moins l'équivalent de la part de l'euro et certainement au-dessus. Ce qui va impliquer des contraintes pour la politique intérieure chinoise. Et je ne suis pas sûr que les Chinois soient prêts à accepter ce type de contraintes. Déjà, ils ont subi ce type de contraintes lors de la crise asiatique, si vous voulez, la crise de la Corée, bon, l'ensemble des perturbations qui ont eu lieu en 97-98. Et à ce moment-là, une des grandes craintes des Américains, c'était que la Chine déprécie le yuan, comme la Corée l'avait fait, comme la monnaie de la Malaisie s'était dépréciée, comme la monnaie de l'Indonésie s'était dépréciée. Bon. Et ils m'ont posé la question, d'ailleurs, immédiatement après la crise du rouble. Si vous voulez, après la décennie. Les Américains vous ont posé la question. Oui, tout à fait. Les Américains. C'était un vice-directeur de la CIA avec lequel j'étais en relation à l'époque de manière assez régulière, même très régulière. Et il me met un mail et il me dit est-ce que tu penses que les Chinois vont sauter sur l'occasion pour déprécier le yuan? Je lui ai dit non, et en fait, je me suis trompé sur les raisons pour lesquelles les Chinois ne l'ont pas fait. Bon, je lui ai dit non parce qu'ils n'y ont pas intérêt. Ils n'y ont pas intérêt. Ils achètent des matières premières à la Russie. Ces matières premières sont libellées en dollars. Donc, ils n'ont pas intérêt à déprécier le yuan par rapport au dollar. Et de toutes les manières, ceux qui vendent en Russie, ce n'est pas limité, si vous voulez, le niveau de leurs exportations vers la Russie n'est pas limité par la valeur du yuan, mais c'est limité par le pouvoir d'achat global des Russes qui,
grosso modo, ne peuvent pas acheter beaucoup plus à la Chine qu'ils le font. Donc, j'y crois pas. En fait, ce n'était pas ça la raison. Et la raison, on l'a compris 2-3 ans après, c'est que les Chinois ont pris la décision d'accepter des pertes de commerce international, c'est-à-dire d'être dans une situation où la Corée serait plus performante qu'eux parce qu'elle avait fortement dévalué sa monnaie. Bon, toute une série de pays seraient plus performants qu'eux, mais pour stabiliser je dirais, le système monétaire asiatique. Et ça, alors, ça leur a causé des contraintes, hein, bien sûr. Et la première contrainte, c'est évidemment en termes d'exportation et d'importation. Mais ces contraintes, elles étaient relativement gérables parce que à l'époque, le commerce chinois, il était essentiellement vers l'Europe et les États-Unis et pas tellement un commerce avec les autres pays asiatiques. Et en échange, ça a donné une crédibilité nouvelle à la Chine dont elle a usé après lors de la crise de 2008. Lors de la crise de 2008-2009, ils ont fait à peu près la même stratégie. Et là, beaucoup de pays d'Asie se sont dit, finalement, l'encre de stabilité aujourd'hui pour nous, c'est beaucoup plus la Chine que les États-Unis. Mais je crois que ce faisant, ils sont allés au maximum du prix qu'ils pouvaient payer, qu'ils étaient prêts à payer. Je pense qu'ils auraient les moyens de payer plus, mais très clairement, ils veulent. Très clairement, aujourd'hui, ils ne veulent pas. Et donc, c'est pour ça que je ne pense pas que la Chine soit, à court terme, disposée à unifier le renminbi et le yuan. Alors ça, c'est extrêmement intéressant comme point, puisque au final, vous êtes en train de nous dire que la Chine exerce un contrôle d'échange, un contrôle des capitaux sur sa monnaie, ce qui est en fait un raisonnement complètement à l'opposé de ce qui a été fait avec la création de l'union monétaire et de l'euro, qui, lui, au contraire, comporte une libéralisation totale des mouvements de capitaux, une absence de contrôle d'échange entre les pays, et notamment entre les pays internes à la zone euro et vers l'extérieur de la zone euro. Et on a l'impression, à vous entendre, qu'au final, la Chine craindrait presque que le yuan devienne une monnaie de réserve. Alors, quels sont les intérêts et inconvénients d'être une monnaie de réserve? Oui, être une monnaie de réserve, ça vous donne un intérêt évident en termes de seigneuriage de la monnaie, à la condition que votre monnaie soit la monnaie hégémonique, vraiment complètement dominante. Si vous voulez. Pouvez-vous expliciter seigneuriage? Le fait que vous pouvez, à partir de là, dévaluer votre monnaie sans grosses conséquences, parce que l'ensemble des autres pays sont obligés de détenir des avoirs en votre monnaie. Oui, sauf que pour ça, il faut être dans la situation des États-Unis dans les années 50 ou dans les années 60, où le dollar représentait 70% du total des réserves. Pour un pays émergent, chercher à faire de sa monnaie une monnaie de réserve, ça n'a pas beaucoup de sens au niveau international, sauf s'il espère supplanter très rapidement l'ancien pays dominant. Et ça n'aurait d'intérêt qu'en stabilisant un commerce régional. Mais de fait, les Chinois arrivent aujourd'hui à stabiliser un commerce régional par d'autres moyens, en particulier le contrôle d'échange et un certain type résiduel de contrôle des capitaux. Et donc, ils n'y ont pas réellement intérêt. Le problème s'est posé pour la Russie. Si vous voulez.
partir du moment où le rouble a retrouvé une parité plus raisonnable, où les réserves de change de la Russie ont beaucoup augmenté. Il faut savoir qu'au moment de la crise de 98, on était tombé à 20 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est grosso modo à 500 milliards. Donc, on est 25 fois plus. Et régulièrement, les dirigeants russes m'ont demandé qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le rouble devienne une monnaie de réserve au niveau régional. Ne pense pas au niveau national, dit simplement, ben voilà, on aimerait bien que des pays comme l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kazakhstan, etc., ils soient liés à nous par le rouble monnaie de réserve. On dit, écoutez, une monnaie devient une monnaie de réserve quand d'autres pays détiennent, enfin dans les banques centrales, quand les banques centrales des autres pays, plus précisément, détiennent de la dette de votre pays. Parce que dire que le dollar est une monnaie de réserve, ça veut dire que les autres pays du monde détiennent des bons du Trésor américain. C'est comme ça qu'on détient de la monnaie d'un pays, puisque le bon du Trésor est toujours monnayable, si vous voulez, il est immédiatement convertible en cash. Ça pose problème avec la Russie, qui est un pays très peu endetté. Exactement. Exactement. Bon, écoutez, le président Poutine me l'a demandé en 2007. Et il me l'a redemandé après en 2013. Il m'a dit, qu'est-ce que vous me proposez comme solution? La seule manière, ça serait que vous passiez d'une dette, alors, qui à l'époque était entre 15-20% du PIB, à une dette entre 35 et 40% du PIB. Si vous le faites, il y aura assez de titres pour qu'ils puissent être achetés. Et là, j'ai vu les yeux de Poutine se révulser. Non, il n'en est pas question. Pour des raisons que je comprends parfaitement, hein, si vous voulez, c'est le traumatisme de la crise de 98. Bon, des raisons qui me semblent pas économiquement sérieuses par ailleurs, parce que je pense qu'avec une dette à 35%, vous n'avez aucun problème à vivre. Bon. Mais à partir du moment où la Russie se refuse à ça, elle se refuse aussi à faire du rouble une monnaie de réserve régionale. Point barre. Je l'ai dit en 2007, je l'ai dit en 2013. Le président Poutine a grommelé, etc. Régulièrement, il y a des gens qui me reposent la question et je leur fais régulièrement la même réponse. Je leur dis, bon, et quand ils constatent qu'il n'y a aucune disposition du gouvernement à augmenter la dette publique, eh bien, on passe à autre chose. Très bien. Donc, jusqu'à présent, on a vu qu'on a une démondialisation au niveau des relations interétatiques dans le sens d'un affaiblissement de la supranationalité au profit de l'interétatisme, des coopérations internationales. Nous avons vu qu'il y a également une démondialisation monétaire, puisque c'est les petites monnaies qui émergent face aux mastodontes. Et je voulais du coup vous poser la question sur les accords des récentes années, les accords notamment Chine-Russie sur les échanges monétaires. Allons-nous vers la conception d'un nouveau système monétaire? Y a-t-il au moins cette ambition? Non, je ne crois pas. Je pense que ces accords sont des accords ad hoc pour que l'un et l'autre pays puissent se débrouiller sans le dollar. Une grande partie de ces accords a été liée au fait que les Russes ont craint, si vous voulez, que les États-Unis mettent l'embargo sur l'usage du dollar en Russie. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont autorisé les Chinois à investir en Russie en yuan et qu'ils ont créé à la bourse d'échange de Moscou un marché du yuan convertible avec le rouble. Alors un marché
Il a été créé en 2014, au début de 2014. Et depuis, il se développe de manière quasiment exponentielle. Alors, c'est normal parce qu'il est parti de très bas. Bon, mais il se développe de manière tout à fait exponentielle parce que désormais, les Chinois investissent en Russie et ils ont le droit d'investir dans la construction des oléoducs et des gazoducs, des systèmes de transport, etc., en yuan. Alors évidemment, après, c'est converti en roubles, hein, mais ils investissent en yuan. Et les Russes ont bien sûr demandé la réciprocité qui leur a été accordée par la Chine, ce qui fait qu'il y a le marché miroir du marché de Moscou, si vous voulez. À Moscou, c'est le yuan en rouble, et à Pékin, vous avez maintenant, ou à Shanghai plus précisément, vous avez le rouble en yuan. Alors ce marché se développe un peu moins vite parce que y a moins d'opportunités d'investissement en Chine pour les Russes qu'il y en a en Russie pour les Chinois, mais il se développe aussi. Mais il faut bien comprendre que ça a été essentiellement une manœuvre qui a été conçue pour se protéger des États-Unis. Il n'y a pas l'idée d'étendre ça, même si les Russes ont dit qu'ils étaient prêts à ouvrir leur marché, donc le marché yuan-rouble, aux autres monnaies des anciennes républiques soviétiques. C'est-à-dire que la monnaie du Kazakhstan serait par le rouble spécifiquement convertible en yuan, etc. Alors, il y a déjà des opérations qui se font, essentiellement avec la monnaie du Kazakhstan et la monnaie de l'Ouzbékistan. Bon, ça reste des niveaux relativement faibles. Il y a le cas maintenant du Bélarus, parce que le Bélarus est frappé par des sanctions américaines qui cherchent à attirer de plus en plus d'investissements chinois chez lui et qui donc s'est associé à la bourse de Moscou sur ce marché-là. Mais on le voit, ça reste très limité et il n'y a pas d'intention internationale dedans. Très bien. Merci pour cette réponse. Un autre élément de votre livre que vous évoquez notamment dans l'épilogue, c'est l'évolution, particulièrement de votre position sur la zone euro. Pouvez-vous nous parler de la position que vous aviez en 2011 lors de la sortie de la première édition et ce qui s'est passé pour motiver en fait ce changement de position? C'est très simple. J'avais fait le constat en 2005-2006 que l'euro ne fonctionnait pas. Et j'avais espéré en des réformes importantes de la zone euro jusqu'en 2009-2010. Et puis, tout ce qui s'est passé après, c'est en particulier la suite de la crise financière de 2008 à 2010, si vous voulez, la manière dont ça a été géré dans la zone euro, que ce soit par la BCE ou par l'Allemagne, etc., m'ont convaincu très vite que la solution serait une sortie de l'euro. Alors, une fois dit cela, et il y a de plus en plus de gens qui le disent, hein, que ce soit des anglo-saxons comme Joe Stiglitz, même certains Européens, Pissarides le disait. Bon. Après, il est clair que c'est une décision politique et pas une décision économique. Et j'ai peut-être, là c'est une autocritique si vous voulez, j'ai peut-être donné trop le sentiment que ça pourrait être une simple décision économique, alors que maintenant je suis absolument convaincu. Bien sûr, c'est une décision économique, mais la prise de décision, elle, sera essentiellement politique. Et donc, tout dépendra de comment évoluera le rapport de force. Mais on le voit bien, par exemple, le projet du gouvernement qui est, si vous voulez, de rapatrier en France
toute une série d'activités, ce projet n'a pas de sens tant que nous conservons l'euro. Parce que, pour l'instant, les coûts en euros dans l'économie française sont beaucoup trop élevés. Même si on a une très forte productivité. Et donc, si on veut vraiment relocaliser toute une série d'activités dans le terme du médicament, de l'industrie, etc., ce n'est pas tellement sur les impôts de production. Bien sûr qu'il faudra aussi toucher aux impôts de production, ça c'est une évidence, mais pas tellement là-dessus. Mais il va falloir toucher très réellement sur la parité entre l'économie française et l'économie allemande. Donc, il faudra sortir de l'euro. Vous voulez, il y a une chose qui est très simple. Aujourd'hui, les subventions à l'économie française qui visent à compenser le surcoût que nous avons en restant dans l'euro, elles sont entre 30 et 50 milliards. Autrement dit, ça représente, grosso modo, entre 1,5 point et 2,5 points de PIB par an. Bon. Évidemment, si on dépréciait, enfin, si on sortait de l'euro, si on dépréciait de 20 à 30% par rapport au Deutsche Mark, on n'aurait plus besoin de faire ces subventions et on pourrait utiliser cet argent, soit on pourrait cet argent aux contribuables de toutes les manières, c'est-à-dire diminuer un peu la pression fiscale, mais la moitié pourrait être utilisée en investissement. Alors, pour préciser ce que vous venez de dire, quand vous parlez de subventions, j'imagine que vous mentionnez les subventions étant par nature interdites, enfin extrêmement encadrées dans le cadre de l'Union européenne. J'imagine que vous faites allusion plutôt aux allègements de charges, à tous les programmes, oui, on va dire des subventions cachées en fait, qui mènent au final aussi à un moindre investissement dans les infrastructures publiques, que ce soit autant dans l'éducation nationale, dans la recherche et dans le milieu hospitalier aussi. Absolument. Mais si vous voulez, qu'est-ce que le CICE si ce n'est une subvention massive? Bon, alors, je suis d'accord d'ailleurs avec l'idée du CICE. Tant qu'on reste dans l'euro, nous aurons besoin, pour maintenir la compétitivité de l'économie française, de ce type de mesures. Mais ce type de mesures ne sont que des palliatifs, et qui plus est des palliatifs qui coûtent abominablement cher. Donc, le plus tôt nous sortirons de l'euro, le plus tôt nous déprécierons notre monnaie d'environ 20 à 30% par rapport au Deutsche Mark, et le plus tôt nous pourrons nous passer de ces mesures et réorienter une partie de cet argent vers des investissements productifs, que ce soit des investissements d'infrastructure, vous avez tout à fait raison, ou que ce soit des investissements de productivité. Et au-delà, en fait, d'une sortie de l'euro, est-ce qu'il n'y a pas aussi la question de l'Union européenne, dans le sens où même si on déprécie la monnaie, il y a derrière toute une série de mesures comme la politique commerciale, la politique douanière, qui aujourd'hui ne sont plus dans les mains de l'État français, mais qui sont évidemment nécessaires d'être coordonnées avec une politique monétaire pour pouvoir permettre une réindustrialisation du pays. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et là, je pense que il faudra avoir une stratégie, non pas nécessairement de sortie de l'Union européenne, quoique peut-être, mais très certainement, en tous les cas, dans ce qu'on appelle dans le jargon de Bruxelles, l'opting out, qui consiste à dire telle mesure, on ne la respecte pas, ou telle mesure, on ne l'applique pas. Mais ça encore, ces opting-out, en général, ils sont négociés en amont, en général, de l'adoption d'un traité. Bon, j'imagine que vous parlez dans le cadre d'une réforme de l'Union européenne. Pardon? Ils peuvent être aussi négociés ex post. Okay. Ça s'est vu. Il y a quand même beaucoup de cas comme cela. Grosso modo, ça se réglera au rapport de force. Mais à partir du moment où on dit si on n'arrive pas à un accord, nous sortirons de l'Union européenne et que nos partenaires auront entendu ce que nous dirons,
je suis persuadé qu'ils seront prêts à accepter toute une série de mesures par la France. Et peut-être que ça donnera des idées à d'autres pays et qu'on reviendra à une forme de coopération internationale, ce qu'était la communauté économique européenne au départ, beaucoup plus qu'à ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne. D'accord. Donc peut-être en conclusion, des conseils pour les futurs gouvernements français? Je crois que première idée, c'est ça n'a pas de sens de s'opposer au mouvement de démondialisation qui a lieu aujourd'hui. Il vaut mieux en prendre acte et voir comment la France peut en profiter. Ça, c'est un point extrêmement important. Il ne faut pas s'arc-bouter sur des idées qui sont aujourd'hui mortes. Il faut au contraire regarder le futur. Ça, c'est un point essentiel. Le deuxième point, c'est que l'un des avantages, ou disons, l'une des choses intéressantes dans cette démondialisation, c'est qu'elle remet au premier plan la construction nationale des institutions. Et donc, il va falloir en tenir compte et il va falloir renationaliser toute une série d'institutions économiques aujourd'hui en France. Troisième point, en termes de relations internationales et de relations économiques internationales, c'est peut-être, non pas la décennie, mais les 5 prochaines années, c'est peut-être le temps maintenant de chercher à sortir de ce cadre européen dans lequel nous nous sommes enfermés et à penser la politique de la France dans un cadre mondial en termes de pays capables d'agréger autour de lui les autres pays qui veulent défendre leur souveraineté, mais qui sont, pour des raisons X ou Y, trop petits pour négocier avec ces géants que sont les États-Unis et la Chine. Et donc, pour cela, je pense qu'il faut faire un pas en direction du bloc russo-chinois et il faut demander un poste d'observateur à l'OSC, à l'OCS. Il faut le demander à la fois parce que c'est notre intérêt immédiat pour contrôler ce qui se passe en Afghanistan. L'OCS sera essentiel dans ce contrôle, il faut bien le comprendre. Pour contrôler ce qui se passe avec l'Iran, là encore, l'OCS sera essentiel de ce point de vue-là. Et puis, plus globalement, pour pouvoir servir de pont entre les pays européens et les pays d'Asie. Ça, c'est la troisième idée. La quatrième idée, c'est que l'euro est aujourd'hui une idée morte. On le voit, le projet de l'euro, qu'on l'approuve ou pas, il faut reconnaître, ce projet existait. Ce projet, il a été construit, développé dans les années 1990. Bon, ce projet a échoué. L'euro ne deviendra jamais la monnaie alternative au dollar. Donc, aujourd'hui, faisons un bilan objectif de ce que l'euro nous coûte et de ce qu'il nous apporte. Et soit nous persuadons nos partenaires de mettre fin en commun à l'euro, ce qui serait de loin la meilleure des solutions, soit il va falloir envisager une sortie unilatérale de l'euro. Et évidemment, si c'est une sortie unilatérale de l'euro, elle posera un problème dans nos relations avec l'Union européenne. En tous les cas, nos relations ne pourront plus être les mêmes que celles qu'elles sont, et il n'est pas souhaitable d'ailleurs qu'elles restent les mêmes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Et donc, il va falloir négocier, mais en disant clairement à nos partenaires, nous nous donnons une date butoir. Par exemple, on se donne 6 mois pour négocier. Et si au bout de ces 6 mois,
il n'y a pas d'accord possible, alors nous quitterons l'Union européenne. Et pour cela, je pense qu'il faudra en passer par un référendum dont la question sera êtes-vous d'accord pour donner au gouvernement français mandat pour renégocier le traité de l'Union européenne et, à défaut, pour quitter l'Union européenne. Donc voilà. Très bien. C'est un petit peu les différents points que je tire de la réflexion que j'ai menée dans cet ouvrage, La démondialisation. Eh bien, sur ce que Jacques Sapir, je pense que c'est une très belle conclusion. Je vous remercie pour cet entretien.